nouvelle semaine qui démarre sous de nouveaux auspices. Nous sommes heureux d'ouvrir à nouveau la parenthèse avec vous, madame, monsieur. Bonjour, bienvenue sur votre matinale qui allie humour, information, découverte, démonstration, savoir-vivre et surtout savoir-être. Les chroniqueurs sont déjà prêts pour l'aventure qui va durer 90 minutes. Et on démarre tout de suite avec les nouvelles des astres. Pas de bélier, pas de gémeaux, pas de balance. Nous avons notre astrologie à nous avec les signes du très célèbre astrologue Djidevo. C'est l'horoscope selon Pipi Wabaho. Et le signe à découvrir aujourd'hui, épervier, c'est une exclusivité au RTB. Monsieur, ça va? Ça va. C'est quel nom déjà? Ernest. Ernest. Allez-y. Et vous êtes né de quel mois? Mars Medjimi. Mars. Tu es né en mars. Mars. Mars Medjimi. C'est Ernest maintenant. Hein? Ernest. Mars, mois de mars. Mois de mars. Ah, épervier. Épervier. Vous êtes épervier, Cancan. Kankan Cancan Noué. On vous dit ça, le Cancan Noué. Applaudissez pour lui. Cancan Vous voyez, il ressemble son signe. À Jojo Enoja. Il aime les signes éperviers là. C'est qu'ils sont toujours, comment on appelle ça, ganganagassou. Au lieu de demander quelque chose avec afou. Il mange afou. Au lieu de demander quelque chose avec une voix douce, il prend ça seulement avec la force. Même les femmes détruisent. Mais les trucs, si c'est un garçon, si c'est un homme, si c'est une fille ou bien une femme là, vraiment, mais sous oui, avec la force, hein, quand elle marie, elle prend ta femme, ton mari là, elle va être toujours le coq de la basse-cour. Hein? Elle est toujours comme ça. Au lieu de se mettre. Non. Mais si c'est un homme là, il aime toujours, si c'est dans un service, si c'est dans quelque chose là, il aime toujours à rester en haut. Et il parle en arrogantant. Ils aiment à parler aux gens. Ils sont toujours arrogants. Les éperviers, tu dois éviter. Non, c'est un bon signe. C'est un bon signe. Ce que je vais te demander, c'est ton signe qui a dit ça. Tu peux te corriger. Si tu te corriges là, ça va mieux pour toi. Si tu ne corriges pas, c'est ton signe. Mais ça va te compliquer la vie. Ça va te compliquer la vie. Il faut être truc là. Tu vas éviter des choses pareilles. Tu fais quel travail? Électricien. L'électricien. C'est pas ton boulot ça. Cultivateur, tu dois être un cultivateur ou bien un jardinier. Tu dois rester là où il y a des brousses, des campagnes. Ton place, tu n'as pas ta place en ville. On a un coup en ville. Non. Ça ne va pas. Ah bon? Parce que tu sais, là où il y a des brousses là, tu comprends? Oui. Et donc, il y a des criquets qui sortent dedans. C'est ces criquets là, c'est le magouillard que le pévier. Il a l'habitude de manger. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Soukambe Adouano. Fier, nous deux personnes non. C'est ton office. Oui, tu dois rester là. Ton place, c'est de rester dans les brousses. Tu es d'accord? Et tu vas éviter quelque chose dans la vie. Là, tu restes là, ta vie. Tu peux changer ça. Tu peux changer ça. Comment on va faire maintenant? Non, après on va dire ça. Parce que les autres matins. D'accord. Ernest, ça c'est bien. Du courage. Ça va changer. Épervier. Donc sois courageux. Il faut mettre l'eau dans ton vin. D'accord. C'est Dieu qui vous a donné ça. Mais il faut essayer de changer ça. Merci. Moi, je suis là pour vous régler. Merci. À jeudi prochain. Merci beaucoup. Oui, merci.
Voilà donc, chers amis éperviers, vous le savez désormais, si vous êtes du signe épervier, votre endroit favori, c'est le village, c'est la campagne. Et voilà, à présent, on parle de toute autre chose dans cette émission. Vous avez envie de faire quelque chose et dans la minute suivante, vous l'oubliez ou du moins, vous ne pensez plus à ce que vous étiez en train de penser auparavant. C'est un trou de mémoire. Bien évidemment, on va parler de trou de mémoire et d'oubli avec Madame Santé. C'est la rubrique Santé. Madame Santé est déjà sur ce plateau. Mylène Fanou, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour Emmanuel, bonjour à mes téléspectateurs. Aujourd'hui, on parle de trop de mémoire et d'oubli. Exactement. Déjà, dis-moi, est-ce que tu te rappelles de ce que tu as fait le 18 janvier 2018? Le 18 janvier 2018, c'est pas évident. Hein. Exactement. Pas évident. Eh bien, moi non plus, je ne me rappelle pas du tout de ce que j'ai fait ce jour-là. S'il y a eu un événement important, je ne m'en rappelle pas. Et c'est certainement le cas de nos téléspectateurs, sauf si, bien sûr, cette date correspond à un événement important dans votre vie. Alors, pourquoi est-ce qu'on oublie? Et plus encore, pourquoi avons-nous des trous de mémoire? Bonjour, docteur Herman Degla. Bonjour madame. Vous êtes neuroscientifique. Oui. Et avec vous, ce matin, nous allons comprendre pourquoi nous oublions si souvent. Déjà, qu'est-ce que l'oubli? Donc l'oubli d'abord, c'est ce mécanisme, je vais parler un peu français terre à terre, c'est ce mécanisme qui nous empêche de faire revenir à la conscience quelque chose dont on a besoin pour user de cela en termes de moment présent. C'est-à-dire, on parle de mémoire de travail. Donc, vous essayez de ramener quelque chose dans votre souvenir, dans votre conscience, et vous essayez de faire quelque chose avec ça dans le présent. Mais le mécanisme vous empêche de reconstruire l'information et d'en faire quelque chose. Ça s'appelle l'oubli. Qu'est-ce qui en est la cause? Bon, les causes sont multiples. Dans un premier sens, quand je prends la petite enfance, l'oubli déjà, lorsque nos parents, ils ont plus de 40 ans, il y a ce qu'on appelle biopause. Biopause, c'est comme la ménopause chez la femme. Donc, avec l'âge, on diminue, c'est-à-dire la fabrication de notre système endocrinien diminue, hormonal diminue. Et donc, à cet effet, lorsqu'on fait d'enfants à cet âge, après l'âge de 45 ans, voire 50 ans, il y a ce qu'on appelle, il y a une substance chimique qu'on appelle l'acétylcholine, qui génère nos mémoires, notre bibliothécaire au niveau neuronal, au niveau du cerveau. Et donc, la maman ou le papa étant en baisse déjà dans ce neurotransmetteur, le balance à son enfant qui vient. Et du coup, lorsque l'enfant naît avec une carence d'acétylcholine. Et pour peu, l'enfant démarre son apprentissage et l'enfant ne comprend rien. Et quand bien même que l'enfant était accompagné des experts de l'apprentissage, avec tous les répétiteurs au top, l'enfant ne démarre pas. Et on trouve que mon enfant, il est taré, mon enfant, non. C'est-à-dire, il faut aller régler un problème médical parce que déjà, l'oubli cache un problème de santé éminent. C'est révélateur d'une maladie, qu'on le sache ou non. Et donc, il faut aller rapidement le corriger. Parce qu'à terme, quand ça dure, c'est ce qui crée ce qu'on appelle l'Alzheimer plus tard. Donc déjà, de la petite enfance, c'est le problème qui se pose au niveau du démarrage de l'école. Maintenant, quelquefois, l'oubli peut venir d'une manière intermittente, c'est-à-dire vous êtes stressé. Quand même vous avez la bonne mémoire, vous avez l'acétylcholine au top, vous êtes stressé, il y a trop d'adrénaline, trop de cortisol dans votre corps. Et du coup, ça interfère avec la reconstruction de l'information. Nous n'avons pas un tiroir mental au niveau du cerveau qui nous permet d'aller rechercher les souvenirs et de les amener. Mais on essaie de reconstruire. Ici, par exemple, je vous repose la question, qu'est-ce que vous avez mangé hier nuit? Tout de suite, vous allez commencer à me faire revenir ce que vous avez mangé, les gens qui étaient autour, et même les paroles entendent des voix intérieures. Ça veut dire qu'il y a une reconstruction du souvenir d'hier, et donc ce n'est pas un truc qu'on va chercher. Mais quand vous êtes stressé, que je vous pose cette question, tout de suite, vous ne comprenez rien parce que la reconstruction de l'information ne vient pas à la conscience pour être prise en charge, et donc ça pose un problème de trou de mémoire, c'est-à-dire ce vide que vous constatez lorsque vous essayez de vous rappeler de quelque chose, ça crée un vide. Et c'est ça ce qu'on appelle trop de mémoire. Donc, le stress, l'émotion, la fatigue, la tension peuvent perturber la récupération d'une information. Bien sûr, parce que vous avez besoin, l'attention est majeure,
le cerveau ne traite que ce sur quoi il porte son attention. D'accord? Si je regarde ma voisine d'à côté, mon cerveau va commencer à traiter ma voisine. Ma femme va devenir floue. Mais si je regarde bien ma femme, ma voisine sera floue. Et mon cerveau va traiter ma femme pour voir tous les atouts que ma femme a. Ça voudra dire qu'on devrait faire attention à ce sur quoi on concentre son attention. Et pour peu, quand on est en manque d'acétylcholine, c'est que cette attention, ça devient balbutier et ça pose des problèmes d'apprentissage à terme. Vous me posez une question, j'ai la réponse. Et dans un contexte particulier, je n'arrive pas à répondre, mais je sais que j'ai la réponse. Pouvez-vous nous faire une différence entre le trou de mémoire et l'oubli? Qu'est-ce que c'est exactement le trou de mémoire? Bon, je crois le trou de mémoire, c'est le point de départ de l'oubli. C'est-à-dire, je me rappelais de quelque chose, je crois avoir la chose sur le bout de la langue, ça ne vient pas, ça ne vient pas, mon cerveau tourne en bourrique, aucune idée, rien, ça crée un mental blanc, ça crée un trou. Ce vide-là, appelé trou de mémoire. Donc le vide qu'on observe avant de faire revenir l'information, si on arrive à le faire revenir plus tard dans un laps de temps, ça s'appelle trou de mémoire. L'information ou le souvenir est stocké où? Dans notre bibliothèque, on appelle au niveau de l'hippocampe. C'est une zone au niveau du cerveau. Ok. Et puis, quand on s'énerve, j'ai oublié quelque chose. Quand on s'énerve, déjà, le mieux, c'est de ne pas s'énerver et de gérer son stress. Quand vous énervez, vous êtes en train de détruire votre bibliothécaire. Quand vous êtes dans 5 minutes de colère, vos défenses immunitaires en termes de santé sont défaillants pendant 5 heures de temps. C'est-à-dire que quand vous êtes dans 5 minutes de colère, vous fabriquez tellement de cortisol, d'adrénaline, que vos défenses immunitaires sont occupées à les vider. En ce moment, votre corps est vide. Et quand il y a un microbe, vous chopez. Mais puisque cette cortisol et puis l'adrénaline, ça descend dans le sang, ça remonte au cerveau. Et à un taux donné, ça devient du poison pour le corps. Et donc, ça va agresser les neurones qui fabriquent nos bibliothécaires au niveau de l'hippocampe. Ça les tue. Et du coup, vous commencez, ça fait un démarrage d'un problème de mémoire à terme. Et donc, le problème de mémoire, l'oubli aujourd'hui, c'est un véritable problème de santé que ça cache. Et les gens vont dire non, je vais me retrouver, non, ça va passer. Non, c'est même le véritable problème de l'apprentissage aujourd'hui. Mais les parents en sont inconscients et ils essaient pas de régler le problème, mais ils essaient d'occuper leurs enfants à davantage oublier. Et à terme, on trouve que c'est la faute à l'enfant, mais en réalité, c'est la faute aux parents qui n'ont pas l'information pour pouvoir mieux accompagner leurs enfants. Et concrètement, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut déjà voir comment fonctionne le cerveau de la mère dès l'enfance pour pouvoir voir ce que la maman balance à son enfant. Ça peut être, c'est héréditaire, c'est bien ça? Oui, il y a des problèmes génétiques aussi. Mais avoir des prédispositions ne veut pas dire qu'on a une fatalité. Vous pouvez avoir un papa fumeur, maman fumeur. Vous pouvez ne pas être fumeur. Mais lorsque vous rencontrez, vous, un environnement de fumeurs, vous allez vite poser l'acte de fumer comme si vous avez l'habitude de fumer. Mais celui qui n'a pas papa et maman fumeur, lui, il va beaucoup réfléchir avant de passer. Donc ça voudra dire qu'il ne faut pas rencontrer l'environnement fumeur si vous avez un papa et maman fumeur. Un problème génétique. Ouais. Alors, docteur, il est dit que l'oubli ou le trop de mémoire est généralement provoqué, surtout le trop de mémoire est généralement provoqué par un déficit en certaines substances, en l'occurrence le magnésium. Est-ce que c'est vrai? Le magnésium, je dis oui et non. Parce que l'acétylcholine dont je parle permet la libération du magnésium. L'acétylcholine dont je parle permet de récupérer le calcium et d'aller le fixer aux os. Mais lorsque quelqu'un a un problème en acétylcholine, ça démarre par les troubles de mémoire, les problèmes d'oubli. Mais plus tard, ça va créer des problèmes concomitants au niveau des articulations, dont l'arthrose, au niveau des os, dont l'ostéoporose. Ça va créer d'autres problèmes en chaîne et envoie même la personne qui en manque d'acétylcholine vers tout ce qui est gras. La personne va avoir envie de prendre beaucoup d'huile. C'est physiologique. Et donc, ça voudra dire que l'acétylcholine, c'est-à-dire que vous soyez en manque de magnésium ou de calcium, ce qui permet plus la libération, c'est l'acétylcholine qui arrive à fixer le calcium sur la trame osseuse. Et quand vous êtes en manque, l'os commence à se ramollir et on commence à être courbé quelquefois et ça crée des problèmes
concomitante de l'os. Alors, on fait comment pour se préserver du trou de mémoire et par ricochet de l'oubli? Dans un premier temps, d'abord, je pars toujours de la petite enfance, si ça démarre de là. Mais déjà, à l'âge de 40-45 ans, c'est normal qu'on commence à oublier en termes de baisse d'hormones. Mais la science a tellement évolué aujourd'hui qu'on peut retarder ces pauses-là, dont la ménopause et autres. On appelle l'électropause. Donc, le ralentissement de l'activité des ondes cérébrales au niveau du cerveau. On peut provoquer ça suite à une bonne alimentation. Mais quand vous êtes en manque déjà modéré, il faut faire appel il faut voir un thérapeute, un médecin qui va régler un problème médical et quitte à vous mettre sous aussi des compléments alimentaires vous permettant d'équilibrer les choses. Je prends, c'est comme une voiture, vous pouvez être un bon chauffeur, vous avez le permis, la voiture elle est au top, elle n'a pas de carburant, elle ne démarre pas. C'est aussi simple. Et c'est pareil pour l'enfant. Si l'enfant n'a pas ce carburant dans son cerveau, vous avez beau tout lui offrir, tous les répétiteurs au point, avec des professeurs au top, l'enfant ne comprend rien. Parce que la substance, la capacité qui permettrait à l'enfant de concentrer son attention et donc de comprendre ce qui est dû, ce flot d'informations qui vient à lui, n'y est pas. Ça veut dire que tout passe de travers et l'enfant, en ce moment, on lui donne le nom de taré. Il n'y a pas de taré, c'est pour peur qu'on ne sache pas le faire, pour mieux malayer le cerveau de l'enfant. D'accord. Merci pour vos éclaircissements. C'est moi qui vous remercie. Et passez une bonne semaine. Merci bien. Merci à toi aussi, Mylène, et merci à mon homo parce qu'on porte le même prénom. Exactement. Herman, donc voilà. Merci, Herman. Merci, Emma. Bon, c'est comme si je me dis merci à moi-même, mais moi, c'est pas grave. Ce n'est pas toi, ce n'est pas pareil. N'est-ce pas? Alors, Mylène, je peux voir tes doigts là rapidement? Ah, oulala, il y a du vert, Oui, j'ai mis des extensions. des extensions. Des fossiles, comme on le dit ici souvent. Sur des ongles? Oui, des sur ongles mes naturels ongles. ou des ongles artificiels? Ce sont des ongles artificiels sur des ongles naturels. N'est-ce C'est pas? ça, on appelle des extensions. Et chez nous, on les appelle les fossiles. En tout Les cas. faux ongles, plutôt. En tout cas, on va en savoir davantage avec Madame Beauté. En tout cas, c'est la rubrique mode, beauté, bien-être avec Rebecca Kendiaouni. Mode, beauté, bien-être s'intéresse aujourd'hui aux faux ongles. On a commencé par le dire tout à l'heure avec Mylène Fanon. Vous posez des ongles sur vos doigts, des ongles qui ne sont pas naturels sur vos doigts. À quoi vous vous exposez d'abord? Déjà, comment est-ce que cela se fait et à quoi est-ce que vous vous exposez? Bien évidemment, c'est Rebecca Kendiaouni qui nous permet de découvrir tout ceci. Bonjour Rebecca. Bonjour Eman, amis téléspectateurs et téléspectatrices de la parenthèse, bonjour et bienvenue dans votre rubrique mode, beauté, bien-être. Eman, tu l'as dit, on s'intéresse aujourd'hui aux faux ongles. Alors, nous sommes aux États-Unis dans les années 50. Les actrices hollywoodiennes sont les premières à tester une technique inventée par un dentiste. Ensuite développée et modernisée par les esthéticiennes. Cette technique consiste à rallonger les ongles avec de la résine ou du gel dentaire. La prothèse d'ongles et la French manicure sont donc nées. Les fabricants de résine dentaire ont pressenti le succès de cette technique et ont rapidement commencé à élaborer des résines adaptées aux ongles. Les méthodes et les produits ont depuis grandement évolué. Des innovations se comptent par centaines. L'évolution du métier se fait par plusieurs techniques aujourd'hui. Quels sont les différents types de faux ongles qui existent? Comment faut-il poser et aussi quels sont les inconvénients sur la santé? Pour en parler, nous avons deux invités sur ce plateau. Une esthéticienne, elle a pour nom Rebecca Segbeaya. Bonjour madame. Bonjour, mon nom est Rebecca. Ah, décidément, c'est le choc des homos aujourd'hui. Enfin, des homos aujourd'hui. Oui, aujourd'hui. Il y a eu Herman, il y a Rebecca. Il y a Herman, il y a Rebecca. J'espère qu'il n'y aura pas Bruno. On espère. Et puis, juste à côté de vous, on a un médecin généraliste, Amos Bokodaro. Bonjour. Bonjour, Madame Kenyaronde. Bonjour, Monsieur Aman. Bonjour, les téléspectateurs. Merci d'être des nôtres ce matin. C'est moi. D'accord. On fait un tour à la régie pour suivre ensemble cet élément. On revient juste après. If I tell you, say I love you, oh. Comme un chirurgien qui s'apprête à se rendre en salle d'opération, Maria met d'abord ses gants, ensuite un cache-nez pour se protéger.
Pourtant, l'on n'est pas dans un bloc opératoire, mais bien dans une onglerie. Nous faisons de l'acrylique, communément appelé résine. Nous faisons le gel, nous faisons le polygel. La résine, c'est une poudre. C'est pour l'extension des ongles. On fait l'ongle sans placer les faux ongles en plastique, surtout longs, parce que la colle abîme énormément les ongles. Donc la poudre, ça nous sert à réaliser l'extension qui est durable et qui fait pousser l'ongle. Maintenant le gel. Le gel, c'est aussi une autre méthode, une autre manière de faire une extension d'ongle. La différence entre le gel et l'acrylique, c'est que le rendu est plus léger, plus naturel. Gel ou résine, le choix est laissé aux clientes. Pour en avoir une idée, Mariam a accepté de faire une démonstration sur cette dame. Pour faire une pose d'ongles gel ou résine, il faut en moyenne 1h30 ou 2 heures. Le résultat, à la fin, est juste épatant. Ça varie entre des 8 000 en allant, ça peut aller à 20 000 là, parce que ça dépend de ce que vous voulez faire. Le gel par exemple c'est à 15 000, ça dépend de ce que vous voulez faire. Pose d'ongles simple, résine ou gel, le vœu de plaire est parfois au péril de sa santé. Il n'y a rien sans inconvénients. Les inconvénients surtout, comme c'est des matières qui collent super sur les ongles et qui durent, souvent les plaintes, c'est que quand les clients se cognent, elles ont mal, ça fait mal à la longue, et quand ça commence pas à pousser, ça commence pas à dandiner, du coup on a très mal et ça risque d'arracher les propres ongles des fois. Des risques qui n'empêchent pas cependant les poses des dames, nous confie Mariam. Raison évoquée, la beauté à la primeur. Conséquences ou pas, On va en parler. On va en parler Voilà. justement. Alors, ma première question s'adresse à vous, Madame Rebecca Segbea. Que pensez-vous de ce que vous venez de voir? Non, mais c'est normalement les procédures. Je dirais, en temps, il y a de cela 4 ans, nous, on a fait la formation dans l'onglerie. Ce n'était pas comme ça. Les étapes n'étaient pas comme ça. Donc, ça évolue chaque jour. Et chacun a sa manière de faire. À son raccord aussi. Depuis un certain moment, comme elle a dit tout à l'heure, les conséquences de la colle, du gel ou bien de la résine directement sur les ongles, les clientes se plaignent que parfois ça enlève les ongles ou bien quand tu fais un petit choc là, ça t'arrache carrément. Donc déjà à partir de là, moi je commence à partir des capsules. Comme les capsules, ça se fait juste avec du super glue et là, ça peut s'enlever tranquillement. Moi, je mets d'abord les capsules, ensuite j'applique le gel et tu commences par modeler et donner la forme que tu veux. D'accord, vous avez un exemple là? Oui, ça c'est l'eau. Ça s'utilise pour... ça c'est le gel, ça c'est l'acrylique ou la résine et c'est l'eau commune qui s'utilise pour dissoudre, pour donner de la forme à la matière. Je suis partant pour être le top modèle, ceux qui ont... Je peux donner mon doigt là rapidement. Est-ce que les hommes peuvent le faire? Non, ça, j'ai jamais expérimenté ça. Les hommes peuvent mettre seulement du neutre, arranger les hommes, mais ça, j'ai jamais. À moins qu'ils veulent faire du cinéma. Alors, il y a aussi cette technique, le remplissage. Parlez-nous un peu. Bon, le remplissage, ça dépend de la forme, de ce que la personne veut. Si le client exige une forme vraiment simple, un truc discret, tu lui fais une forme discrète. On ne sent pas trop le gel ni la résine sur les ongles. Et tu as tendance parfois à croire que c'est ses propres ongles. C'est ce qui est un peu intéressant dans l'affaire de gel. Et souvent, c'est souvent les grandes dames ou les grandes tatas qui font les gels parce que c'est un peu plus modernisé, voilà, je dirais. Mais non, si une cliente veut un truc bien rempli,
Et ça aussi, ça a plusieurs noms. Bon, ça dépend du goût de la cliente. Si elle veut un truc bombé ou si elle veut un truc plat, ça dépend. C'est suite à ça que tu vas remplir. Voilà. Ok. Alors, quand on fait une pose d'ongles résine ou même du gel ou même la pose simple, ça peut durer combien de temps en moyenne sur les ongles? Bon, minimum, quand c'est bien fait, ça peut faire 1 mois et maximum 3 mois. Bon, ça dépend aussi de ce que tu fais avec tes doigts. Sinon, ça peut aller jusqu'à 4-5 mois. Si tu te lèves, tu ne fais rien, juste te laver, tout ça, tu peux garder Et ça dans ce longtemps. cas, dans ce dernier cas, c'est scandaleux. N'est-ce pas? En tout cas, il y a un spécialiste de la santé sur le plateau qui va nous en parler. Voilà. Monsieur Bokodaro Amos, 1 mois, 2 mois, voire même 3 de pose de résine ou même du gel sur les doigts. Est-ce qu'il y a des inconvénients? Merci, Madame Kenyamonde. Je dirais d'abord que les soins esthétiques relèvent malheureusement du luxe. C'est ceux-là qui sont à l'abri du besoin et qui ont les moyens de se faire plaisir pour paraître plus glamour. C'est eux qui s'adonnent à des soins esthétiques. Et ce n'est pas la spécialiste sur le plateau qui va me démentir. Et la pose des ongles fait partie des soins esthétiques. Donc j'ai parlé de moyens. Il faut avoir les moyens pour le faire. Mais combien de nos consoeurs ont ces moyens-là? Combien de nos consoeurs sont prêtes à payer le prix qu'il faut pour voir un spécialiste, pour aller dans un institut de beauté, il est vrai qu'il ne coûte pas les yeux de la tête, mais qui coûte quand même son prix pour le faire. Et qu'est-ce que nos sœurs font? Elles s'adonnent à des personnes formées sur le tas, d'une hygiène approximative. C'est à ces personnes-là qu'elles confient leurs doigts. Ou soit à des personnes non formées du tout, qu'ils ont trouvé spontanément des talents de poseurs d'ongles ou de je ne sais quoi. Et c'est à ces personnes-là que nos sœurs, nos mamans, nos épouses, malheureusement, parfois, donnent leurs ongles. Vous savez que les ongles sont une partie du corps, une partie peut-être pas importante selon vous, mais dont l'infection peut entraîner des conséquences désastreuses. Et si on le fait dans ces conditions-là, pas quelqu'un qui n'a pas été en formation pour, pas quelqu'un qui n'a pas les qualifications requises pour, bonjour les dégâts. Et c'est démontré que plus longtemps on emporte, plus les conséquences sont là. Parce que plus cela augmente le risque d'infection, quand c'est encore plus long, voilà encore le risque d'infection. Et lorsqu'on parle de conséquences sur la santé, on peut les situer au moment de la pose d'ongles. On peut les situer lors de l'entretien, c'est-à-dire lorsque je laisse sur moi, comment j'entretiens mes ongles. Et on peut aussi les situer au moment de l'enlèvement. Qui enlève et dans quelles conditions on l'enlève? Si vous voulez, on va encore plus de détails. D'accord, donc selon vous, alors aujourd'hui, il y a quand même ces dames qui font ces poses. Il y en a même qui ne peuvent plus s'en passer. Est-ce que vous avez des conseils à prodiguer? Non, mais c'est vrai. C'est vrai que ça fait beau. C'est vrai que ça fait glamour. C'est vrai que ça nous incite parfois, nous les hommes. Le docteur a parlé. Le médecin a parlé. Le médecin a sorti le mot. Ce n'est pas M. Herman qui va me démentir. Mais ce que je dirais à mes chères téléspectatrices qui nous suivent en ce moment est ceci. Si vous voulez le faire, il faut le faire dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, c'est-à-dire? C'est-à-dire d'abord aller dans un institut qualifié de beauté pour le faire faire par un personnel qualifié, ne pas les porter trop longtemps, ne pas le faire lorsqu'on est une femme enceinte, ne pas le faire lorsqu'on présente des allergies aux substances utilisées. Parfois, les gens utilisent la résine, vous l'avez dit tout à l'heure. Les gens utilisent parfois du super glue, un produit dont vous connaissez les effets dévastateurs dehors. Imaginez ces effets sur le corps. Et la dernière fois, je raconte cette petite anecdote, j'ai eu une amie qui s'est fait poser ses faux ongles, mais dont l'enlèvement était très laborieux à telle enseigne qu'elle s'est faite blessée et ce n'était pas du tout la joie. Ça s'est compliqué plus tard, elle a fait un panari, donc c'est tout ça. Donc, lorsqu'on ne le fait pas bien, voilà les conséquences. Donc, si on doit le faire, il faut le faire dans des conditions adéquates. Il ne faut pas le faire lorsque vous avez des ongles usés ou bien si vous présentez des risques à infection. Et la meilleure manière, c'est de rester tout naturel.
parce que quand c'est naturel, c'est beau. Alors, Mais si on doit le faire, il faut le faire par quelqu'un qui est qualifié. Rebecca, si tu permets, j'ai une question au docteur. Docteur, à quoi s'expose, de façon sur le plan sanitaire, à quoi s'expose une dame qui se fait poser des faux ongles? Merci beaucoup, monsieur Herman. Le premier risque, c'est les risques liés aux conditions d'hygiène dans lesquelles ces faux ongles ont été placés. Donc, c'est un risque d'infection. Et qui dit infection peut parler d'infection virale, d'infection parasitaire ou bien d'infection mycosique des champignons et tout. Cela veut dire quoi? Lorsque les instruments utilisés ne sont pas entourés de toutes les mesures d'hygiène, c'est facile d'attraper des infections si on utilise le même instrument pour une personne X et sans désinfecter pour une personne Y. Est-ce que les personnes qui le font ont des atouts nécessaires en matière d'asepsie pour aseptiser tout ce matériel ou bien pour adapter chaque matériel à chaque client? La question se pose. Les infections bactériennes, parlons-en. Lorsque les ongles, les faux ongles là sont longs, et qu'on met, Madame Rebecca l'a dit tout à l'heure, qu'on met les doigts n'importe où et on fait n'importe quoi avec ses doigts, ces ongles longs constituent un réservoir de microbes, un nid de microbes qui peut abîmer l'ongle sous-jacent, l'ongle vrai sous-jacent, et bonjour les dégâts, bonjour les douleurs, bonjour les infections des doigts et autres. Bonjour les mycoses et tout ça. Vous êtes d'accord avec le Je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Il y a encore un point là. En voulant enlever, par exemple, et tu t'arraches les ongles. Voilà, nous les femmes, on n'aime pas rester n'importe comment. Là, tu as un ongle qui est complètement gâté. Là, tu es condamné à poser tout le temps les ongles sur ça. Voilà encore quelques conséquences. Alors, merci, Madame Rebecca Segbeaya. Je rappelle que vous êtes esthéticienne, maquilleuse professionnelle, accessoiriste et créatrice de mode. Amos Bokodaro, vous êtes médecin généraliste. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. C'est bon, tout le plaisir était pour vous. Merci également à toi aussi, Rebecca, pour ta brillante chronique. On retient finalement que les faux ongles, c'est un terrain où s'oppose esthétique et santé, où s'oppose également bien-être et glamour. Voilà, donc vous voulez vous faire beau, vous voulez vous faire belle, mais il y a un prix à payer pour tout ça. Merci également, merci à nos invités qui sont passés sur le plateau de La Parenthèse. Et La Parenthèse se referme pour vous, monsieur, dame, mais ça va se poursuivre cette fois-ci. On va parler sport. Et quand il est l'heure de parler du sport sur le plateau de La Parenthèse, je voulais dire 5 sur 7 matin, sur le plateau de La Parenthèse, bien évidemment, c'est Bruno Soili qui nous aide fondamentalement. Bruno, bonjour. Bonjour Herman et je salue tous les téléspectateurs et bon début de semaine à tous. Voilà, bon début de semaine également à vous, mais aujourd'hui on va parler de tie-break au sport. Oui, on va parler de tie-break spécialement au tennis. Le tennis qui aujourd'hui est devenu un sport très pratiqué à travers le monde avec de grandes compétitions. Il faut d'abord dire que le tennis aujourd'hui a ses règles. Il y a, on va dire, il faut être le premier à remporter 2 sets. Ça, c'est dans les compétitions générales, mais dans les compétitions du Grand Chelem et de l'Open, il faut aujourd'hui aller jusqu'à 3 sets d'abord avant qu'on ne détermine le gagnant. Et donc, lorsque vous disputez un set qui a par exemple 6 jeux, le premier à remporter 6 jeux avec 2 jeux de différence, un score par exemple de 6-4, devient donc celui-là qui a remporté, on va dire, ce jeu-là, ou ce set-là, qui est appelé encore manche en français. Et donc, à ce niveau, il arrive que les joueurs de tennis, que ce soit en simple ou en double, arrivent à être confrontés à une situation où ils sont à égalité. Donc, il faut un jeu décisif, on l'appelle comme ça en français, on l'appelle tie-break en anglais pour pouvoir départager les 2 joueurs. Donc, c'est de cela que nous allons parler ce matin. Et donc, on va suivre cet élément. On revient juste après. Il est sans doute l'un des moments les plus captivants d'une partie de tennis. Le jeu décisif, également appelé tie-break en anglais, ou bris d'égalité au Québec, est un type particulier de jeu utilisé au tennis pour départager les joueurs à la fin d'une manche de tennis. Le tie-break intervient donc pour trancher entre les joueurs à la fin d'un set lorsque le score est de 6-6. Le premier joueur à remporter au moins 7 points avec 2 points d'écart remporte le set. Dans les matchs se déroulant au meilleur des 5 manches,
La dernière manche ne comporte pas de jeu décisif, sauf à l'US Open en cas d'égalité à 6-6. Le match continue et le vainqueur est le premier des joueurs à obtenir une avance de 2 jeux d'écart. De nos jours, le tie-break se joue dans la plupart des tournois lorsque les deux adversaires ont remporté 6 jeux chacun. Dans l'histoire, le jeu décisif en 9 points est utilisé pour la première fois en janvier 1970 lors des championnats professionnels intérieurs américains. Il se déroule à 6 jeux partout et le premier à 5 points gagne la manche. En 1971, un système de jeu décisif à 8 jeux partout est joué en 12 points proposé. Il sera utilisé pour la première fois à l'occasion du tournoi de Wimbledon en 1971. En 1979, les règles du jeu décisif sont uniformisées à 6 jeux partout et 7 points dans tous les tournois, sauf dans la dernière manche pour l'Open d'Australie, Roland Garros et Wimbledon. À cette époque, l'US Open était donc le seul tournoi du Grand Chelem à utiliser le tie-break dans la dernière manche. En double, un set particulier appelé Super Tie-Break est disputé lorsque le score est de 1 set partout. La première équipe à remporter au moins 10 points avec 2 points d'écart gagne le match. Le Super Tie-Break fait son apparition à la fin du 5e set en simple pour les Grands Chelem à l'Open d'Australie 2019. En termes de record, à Wimbledon en juin 2010, l'absence de tie-break au 5e set a provoqué le match le plus long de l'histoire du tennis, qualifié d'interminable entre John Isner et Nicolas Mahut, au cours duquel le 5e set s'est terminé à 70 contre 68 en faveur de John Isner et a duré 11 heures 8 minutes. Le plus de tie-break joué dans une carrière est de 789 pour Ivo Karlovic à la date du 19 août 2019. Le plus de tie-break gagné dans une carrière est de 452 pour Roger Federer, toujours à la date du 19 août 2019. En Masters 1000, il y a eu 16 finales jouées au tie-break du dernier set. Le tie-break, on en parle également sur ce plateau, Bruno Soili. Est-ce que vous pouvez nous rappeler les origines donc, du tie-break? Pourquoi pas, Emmanuel Megan, il faut dire que l'invention l'intégration du jeu décisif au tennis date de 1970. C'était donc 2 ans après les Air Open. La finalité de ce jeu décisif était donc d'empêcher des matchs de devenir interminables. Vous venez de voir par exemple un match dont on parle d'une partie de tennis qui a duré 11 heures 8 minutes. C'est quand même épuisant pour des tennismen qui peuvent pratiquer ce sport pendant cette durée avant de déterminer un gagnant. Donc en 1970, et cela arrivait à cette époque où des sets soient gagnés sur des scores de jusqu'à 29-27, vous imaginez, alors qu'aujourd'hui déjà vous avez des scores comme 6-4, 6-1, 6-3, etc. Mais avant le jeu décisif, il y a des scores qui allaient jusqu'à 29-27. Donc imaginez combien il fallait tirer. Donc 29-27, quand on fait l'addition, ça fait déjà quoi? Ça fait 56 ou je ne sais pas, 60 et quelques. Ça fait déjà 60 et quelques jeux pour faire une manche. Donc c'est vraiment beaucoup. Donc en 1970, il y a eu l'intégration du jeu décisif qui permet aujourd'hui de raccourcir les parties de tennis. Mais il faut dire que malgré cela, il y a des rencontres de tennis qui vont jusqu'à 3 heures aujourd'hui. Lorsque vous avez des chocs entre peut-être Roger Federer et Novak Djokovic, c'est des matchs qui parfois durent des heures, mais pas comme par le passé. Donc l'intégration du tie-break a fait aujourd'hui beaucoup de bien au tennis, et ça, pour moi, ça a apporté aussi, on va dire, un facteur de suspense, parce que lorsque vous allez au jeu décisif, voilà, tout le monde se dresse pour voir ce qui va se passer, parce que c'est là où véritablement on verra le gagnant se détacher du perdant. Donc il faut ces moments-là, c'est un peu comme au football quand on joue la prolongation, c'est un grand moment de suspense, et donc chaque sport a sa manière quand même de trouver des manières de maintenir son public en haleine. Donc merci Bruno, on va dire à nos raquettes, prêts, tapons. Voilà, c'est ça. Et on va justement rester avec vous pour jouer le tie-break. Puisqu'on est avec vous, on y reste pour jouer le tie-break. On va parler aujourd'hui d'une capitale, oui, capitale assez particulière. Ouais. C'est dans Repère 229. Bruno, c'est de quelle capitale s'agit-il? Oui, c'est une capitale, mais ancien royaume. On l'appelait le royaume de Hogbonou. Aujourd'hui, la ville aux 3 noms, Porto Novo, Hogbonou.
Adjachet, une ville connue pour, on va dire, son architecture et ses bâtiments coloniaux d'un style vraiment original avec des influences brésiliennes et françaises. Et pour nous parler de cette ville, nous sommes en compagnie d'un bon Hogonto, comme on le dit souvent, qui est ici. Vous pouvez constater, on est lundi, mais il est dans sa tenue traditionnelle, fidèle à sa culture. Charles Liga, bonjour. Bonjour Bruno. Voilà, bonjour Herman. Bonjour Monsieur Charles, merci d'être avec nous. Merci. Voilà le la gobi, première chose, hein. Voilà le gobi, il est sacré. Voilà, qui vient alors, même on va dire, qui va avec certaines couleurs du pagne. Et votre cravate aussi, Herman, à Megan. Merci beaucoup pour le petit acte. Alors, Charles Liga, on va parler avec vous de cette ville aujourd'hui qu'on ne présente plus. Alors, la première chose, quand on voit habillé un lundi matin comme ça, on se dit que Porto-Novo a une riche culture, que les Porto-Noviens, les Hogontos sont attachés à leur culture. Parlez-nous d'abord du gobi. Moi, ça me frappe à l'œil ce matin, pour le Porto-Novien. Ben, je ne dirais pas que c'est une colle. Merci beaucoup pour l'invitation. Parce que j'ai écrit un ouvrage sur le gobi, le couvre-chef à Porto-Novo, le gobi, Sens et signification, qui est paru en 2014. Celui-là. On peut montrer ça fait déjà 5 ans la caméra. Voilà. Voilà, le couvre-chef. Voilà. C'était vraiment l'une de mes expériences en termes d'écriture de grand public. Parce qu'il fallait partager, n'est-ce pas, démocratiser un certain nombre de savoirs qui étaient restés enfouis dans les mémoires collectives et qu'il faut bien entendu mettre à la disposition du public pour en savoir un peu plus. C'était ça. Donc le gobi, en réalité, il s'agit donc de ce complément vestimentaire que vous voyez là, et qui permet de relever l'élégance, n'est-ce pas, vestimentaire, de faire un bon complément, une assortie avec la tenue que vous portez, et qui est en même temps aussi un code de communication. C'est l'aspect le plus intéressant qui me frappe. Et quel message véhicule alors le gobi? Le gobi véhicule des messages qui sont adressés à des personnes, soi-même d'abord, mais aussi à des personnes qui seraient peut-être vos destinataires, des destinataires des messages que vous envoyez dans le public. Vous voyez tel que je suis, bon, quand vous venez à Porto-Novo, et vous voyez des gens avec leur gobi, rabattus de la gauche comme ça, vers la gauche comme ça, sachez qu'ils sont prioritairement des Goum, ou parlant des langues voisines du Goumbé. Voilà, ce sont ceux-là qui mettent le gobi de cette façon. Et ceux qui le rabattent vers la droite, vers la droite, il y en a, qu'est-ce que cela voudrait justement, signifier? parce qu'à Porto-Novo, c'est deux grandes ethnies linguistiques, à savoir d'abord les Goum et les Yoruba. Quand vous voyez les Yoruba, très souvent, je dis bien très souvent, les Yoruba mettent le gobi à droite. Ce qui fait un bon équilibre à l'intérieur de la ville. Je ne dis pas qu'il n'y a que les Goum et les Yoruba à Porto-Novo. Même des Haoussa, c'est une ville cosmopolite quand même. Absolument. Même des Haoussa sont de Porto-Novo. Je salue par ça le roi Seriki de Canivier à Porto-Novo. Mais il y en a qui laissent également droit debout. Absolument, absolument. C'est de la défiance. C'est de la défiance, c'est de la célébrité. Montrer quand même que c'est vous, vous existez, vous vous exprimez. Me voici, distinguez-moi. Et vous mettez votre gobi droit sur la tête. Mais attention, si vous le mettez comme ça, ça peut vous coûter un petit quelque chose lorsque vous le mettez comme ça pour franchir certains portails. On a compris. Donc, pour nous qui ne connaissions pas tout ceci, on va prendre la prochaine fois qu'on sera à Porto-Novo. Alors, parlez-nous du renvou. On entend parler tellement à Porto-Novo. Qu'est-ce que c'est? Bon, nous, on ne parle pas de renvou, c'est vrai. Parce que quand vous dites de renvou, étant le cochon, vous, expression de petit ou de petitesse, ça va exprimer peut-être des porcins, quelque chose comme ça. Mais nous parlons beaucoup plus du ranlan ou du rankwete. Quand vous parlez de rankwete à Porto-Novo, sachez que, bon, et dans les banlieues, dans toutes les villes satellites, à savoir par exemple à Djara, à Vranco, à Croix-Mistrité, quand vous parlez de rankwete dans cette région-là, sachez que c'est une nourriture très prisée par des gens de cette région-là et qui est consommée à foison. À temps et à contre-temps. Tous ceux qui savent que tous ceux qui savent que le rankwete procure par exemple de la gaieté à Djara, à Vranco et consorts, ils ne manquent jamais de faire un toucher ou soit à Djara. Il n'y a pas de fête sans rankwete. Ah mais absolument, quand vous faites une fête à Porto-Novo, sauf dans les milieux fortement islamisés, il n'y a pas de rankwete, encore que les deux ethnies sont très très imbriquées aujourd'hui, notamment dans les
2 ou 3 premiers arrondissements de la ville. Parfois même, on ne fait pas la différence entre les Goum et les Yoruba. On ira, donc, on fait oui. un peu attention à ça lorsqu'il y a des manifestations qu'on doit proposer des mets. On fait un peu attention à ça. On ira dans un instant à la découverte de cette ville à travers un élément, mais rapidement, parlez-nous du taxi Cana. Oui, le taxi Cana, vous voyez, c'est quelque chose que j'ai connu, j'ai vécu ça personnellement parce que moi, j'ai fréquenté le marché d'Adjara depuis que j'étais tout petit. Parce que, étant issu de parents faibles entiers, c'est nous qui fabriquions les boîtes d'antimoine. Vous connaissez ça? Oui. L'antimoine. Oui. Voilà. Et bien entendu, les lampillons et les entonnoirs. Donc, je suis un grand fabricant, n'est-ce pas, de boîtes d'antimoine. C'est ça qui m'a élevé. Hein. Donc, nous allions vendre ça au marché d'Adjara avec les lampillons tous les 5 jours. Et lorsque nous avons de gros paniers de lampillons, remplis de lampillons, il fallait forcément un mode de transport approprié. Donc, il y avait un monsieur qui était commis à cette tâche-là, qui vient chercher les paniers à 5 h du matin pour se rendre au marché d'Adjara. Donc, c'est des vélos qui ont un porte-bagages assez large, évasé, et qui permet de tenir vraiment des bagages. C'était d'abord ça, le taxi Cana. Ça portait au départ, n'est-ce pas, des paniers d'Akassa. Des paniers d'Akassa, des paniers bien peints, avec de la bouse de vache. Vous connaissez ça? C'est ça qui servait de glacière. Ça permet de contenir, n'est-ce pas, la chaleur oui. De l'Akassa dans le panier. Donc, c'est ce vélo qui était dénommé taxi Cana en réalité. Mais bien plus tard, ça a servi à transporter et les hommes et les marchandises, et qui a évolué plus tard pour devenir Zemidjan. Vous voyez, à partir d'un certain moment où les gens ont commencé par faire du transport avec des véhicules 2 roues motorisés. Voilà. Porte-Novo a donc évolué dans le temps. On va remonter l'histoire et on va suivre cet élément pour voir tout ce qui concerne cette ville de Porto-Novo. Porto-Novo, capitale du Bénin, est située dans le sud du pays et est par excellence la ville des ethnies Goum et Yoruba. Il se trouve à 30 km de Cotonou à l'ouest et 12 km de la frontière nigériane à l'est. Il est limité par les communes telles que Akromi-Serete, Avrankou, Semenkoji, Adjara et Agege. Selon la tradition orale, les origines de Porto-Novo remontent vers la fin du XVIIe siècle, autour du mythe de 3 chasseurs Adja. À partir du XVIIIe siècle, les explorateurs portugais, hollandais, anglais et français avaient organisé un commerce lucratif qui a conduit à la colonisation et à la traite des esclaves nègres. Ainsi naquit la cité qui s'est progressivement organisée dans le temps pour devenir Khogbonu pour les Adja, Adjache pour les Yoruba, mais aussi Porto-Novo pour les explorateurs et les colonisateurs en 1742. Selon le recensement démographique de 2010, Porto-Novo compte plus de 350 000 habitants. La forte proportion de la jeunesse caractéristique de la population de Porto-Novo est un facteur de dynamisme pour le développement économique de cette cité. Mais elle exige pour une contribution efficace au développement des investissements, surtout sa scolarisation, son accès aux soins de santé et à l'emploi. Porto-Novo s'étend sur un espace de 110 km². La municipalité a un relief très peu accidenté. D'une altitude de moins de 60 mètres, le relief présente par endroits des entailles. Ce sont de petites et moyennes dépressions en pente très peu marquées. L'économie locale de Porto-Novo repose essentiellement sur le secteur informel. Le secteur formel n'est pas développé. Cette situation est favorisée par la perméabilité des frontières bénino-nigérianes. Porto-Novo compte 11 marchés, dont 2 avec une importance capitale. Il s'agit du marché central de Porto-Novo et de celui de Wando.
Le patrimoine culturel de la ville de Porto-Novo est riche et diversifié. Ses quartiers afro-brésiliens aux magnifiques bâtisses, ses quartiers coloniaux, ses musées et autres sites touristiques permettent aux visiteurs d'approcher l'histoire et la culture du Bénin. Elle accueille aussi certaines institutions de la République comme l'Assemblée nationale et la Cour suprême. En matière de sport, la capitale abrite le stade Charles de Gaulle où se jouent des matchs internationaux. L'actuel maire de la ville de Porto-Novo a pour nom Emmanuel Zossou. Bruno? Et voilà, Porto-Novo, oui, Porto-Novo. dans toute sa splendeur. Dans toute sa splendeur. Charles Ligan, les gens reprochent généralement à Porto-Novo de ne pas ressembler à une véritable capitale du fait de ces traits un peu, on va dire, coloniaux. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça et surtout la naissance de la ville de Porto-Novo? Bon, c'est peut-être une ironie d'histoire parce que Porto-Novo fut le cœur et le cerveau du Dahomey. Le cœur et le cerveau du Dahomey, en ce sens que les services publics et administratifs étaient logés à Porto-Novo. Ministère, palais des gouverneurs, assemblée, etc. Tout cela était dévolu à Porto-Novo. Donc, avec le temps, toutes ces institutions ont été déplacées vers Cotonou, justement ce que je ne partage pas du tout parce qu'aujourd'hui, le Bénin a évolué. Et il faut bien entendu que d'autres villes puissent occuper aussi les services administratifs, tels que Ouida, par exemple, Alada et Consort. On va y venir si on veut. Mais aujourd'hui, quand même, il y a une petite réparation qui a été faite du fait du retour de certains services administratifs, de certaines institutions telles que la Haute Cour de justice, la création du médiateur de la République à Porto-Novo, la Cour suprême, c'est vrai, c'est là. Le ministère de la Justice est retourné à Porto-Novo parce que Porto-Novo avait joué un grand rôle, n'est-ce pas, dans l'instauration même de la structure de la justice au Bénin. Donc, le ministère de la Justice est retourné là-bas, le ministère de l'enseignement primaire, des enseignements maternels et primaires est aussi là-bas. Ce n'est que justice, mais Porto-Novo ne reflète pas le visage d'une capitale comme cela devrait être, comme vous avez dit, effectivement, parce que quand vous rentrez dans une capitale, il y a tout de suite un certain nombre d'attributs physiques qui vous accueillent. Malheureusement, nous ne les avons pas. Vous voyez les routes qui rentrent dans Porto-Novo, vous voyez un peu le pont de Porto-Novo avec son âge, vous voyez un peu la superstructure, le décor de Porto-Novo. Ce n'est pas encore ça, mais j'estime qu'avec le temps, ça va se faire. Alors, et il faut que ça se fasse en temps et en heure pour que les générations actuelles puissent savoir que, attention, Porto-Novo occupait quand même le cerveau et le cœur du Bénin. Monsieur Ligan, une avant-dernière question avant de vous laisser partir de ce plateau. On reconnaît généralement les gens de Porto-Novo, en tout cas ceux qui se disent, c'est qu'ils sont d'une rare finesse et d'une rare poéticité dans le langage en ce qui concerne, je crois, les comparaisons. Non, vous savez de quoi je parle. Vous avez été excellent dans l'usage de vos mots parce qu'il y a d'autres mots, à contrario bien sûr, qui s'utilisent, qui peignent en mal le Porto-Novien. Je vais vous dire une chose, c'est très simple. Porto-Novo est une ville très accueillante, attachante et hospitalière. Lorsque vous parlez de Porto-Novien, le Porto-Novien, généralement, il est peut-être un peu taquin, vous voyez, il est un peu attaché à sa ville, il est un peu blagueur, etc., mais jamais méchant ni sournois. Le Porto-Novien vous taquine l'instant T, mais l'instant T1, il vous appelle pour boire un coup, pour vous amuser. C'est comme ça à Porto-Novo. Mais ceux qui ne comprennent pas, ceux qui ne savent pas que, bon, les blagues, les parentés à plaisanteries font partie du bon vivre, du savoir-vivre du Porto-Novien, ils prennent ça de l'autre main et ils se disent que le Porto-Novien est un peu répulsif parce que, bon, il se moque un peu trop des gens, c'est ce qui se dit couramment. Un mot de bon au Porto-Novien qui nous suit pour boucler cette présentation de la ville capitale, oui. C'est ce que j'ai toujours fait ici pendant 11 années avant de faire le bureau 6 ans. Oui. Mais tiens, dondo me po me kudo asinsi me kudo me kudo funfon. Funfon ne ma kudo miezu de tofi. Dondo bimbasi kwe no ito habon le big kwata. Mais kwe no miton halu miton tofa ganfoji podo sume dondo oba la jache kana atake dondali. Oka dondo oba siriki to kanevie. Dondo mi merci nous kumon habon to kwata bo na vive mi do mon lo. Mini wande na to mitoni do nu konyi.
mini wande na to mi to ni nkori men de po mono iha nwe yin pataki bo do me do to le volet bo iron wanu to egbe din fi bo iron konku do po bo wanu nya iwe me waji ama keke bo no ajo meni le pata ni eto na wa me to de tin to ason pe do plo le pata iron do nukun eji won don e me po wa amo bon nwe nya ason iron zeda lo na ibo mi wa he na to mi to do mi Merci beaucoup. fa bon ton e ko pare de go to Merci beaucoup. Votre message est passé 5 Vous sur 5. avez compris, Même Herman. si Bruno n'a rien compris. C'était Charles Ligan, le journaliste maintenant, qui s'est exprimé. Et même si tu n'as rien compris, de toute façon, le message est passé 5 sur 5. Quelques moments, le message est passé pour les Porte-Nouveau. Merci à vous, Charles Ligan, d'être passé sur ce Bruno, plateau merci, Herman. et nous Merci, présenter la ville de Porte-Nouveau. Merci également. Et bon retour justement chez vous. Alors, juste à côté de vous, il y a Rebecca. Rebecca, je crois qu'à tes yeux perdus, tu te fais appeler Bekina Joy. C'est bien sûr sur ton blog, je crois. Oui. Alors, on va parler de blog avec Ariane Da Silva, c'est dans Découverte. Découverte s'intéresse aujourd'hui du blog des origines à aujourd'hui. Et quand on parle de Découverte, il y a notre mémoire qui est déjà sur ce plateau. C'est bien sûr Ariane Da Silva. Bonjour, bienvenue. Bonjour Herman, bonjour aux amis téléspectateurs. Je suis donc une mémoire. Oui, bien sûr, vous êtes la mémoire d'abord de l'ORTB, mais également de nos téléspectateurs, parce que c'est vous qui faites un bond dans l'histoire pour nous raconter, bien évidemment, les origines de tout ce que nous explorons par ici. Aujourd'hui, justement, on parle de blog. Alors aujourd'hui, nous parlons de blog et nous avons un invité sur ce plateau, c'est Joël Arsène Noumonvi. Il est le président de l'association des blogueurs du Bénin. Bonjour monsieur et bienvenue. Bonjour madame Da Silva. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend par blog? Ok, merci pour l'invitation. Bonjour téléspectateurs. Déjà pour dire en un mot, le blog c'est un carnet de notes. Avec l'évolution de la technologie et de l'internet particulièrement, aujourd'hui le blog est devenu un site internet personnel à soi, sur lequel vous allez pour poster vos passions particulièrement. Puisqu'on parle des thématiques qui nous intéressent. Parce que quand vous abordez une thématique qui ne vous intéresse pas ou vous n'avez pas la maîtrise de la thématique, c'est que vous ne donnez pas la bonne information. Puisqu'il faut dire que le blog, c'est un site par nature informatif. Donc, les gens vont sur votre blog pour aller s'informer, pour aller prendre des nouvelles d'une thématique ou bien d'un sujet particulier. D'accord, mais quelle est l'histoire du blog? Quand est-ce qu'on a commencé par parler de blog? Oui, en général, pour la naissance d'un courant, il y a toujours un peu de flou autour de ça. C'est la même chose pour le blog. Ce n'est qu'en 1994 que le magazine New York Times a décidé que le blog a été lancé en 1994 par Justin Harl. Lui, c'était sur le site LinkedIn.net. Sur ce site, il allait enregistrer les liens qui lui paraissaient intéressants. Et sur ce même site, il partageait ses passions, ses rencontres, sa vie personnelle. C'est ce qu'il partageait sur son blog. Donc, c'est la date à laquelle on a dit que le blog est né. Mais c'est en 1997 qu'on a appelé pour la toute première fois Weblog. C'est la combinaison de deux mots qui donne finalement blog. Web et blog. Voilà. Web et log. Et log. Voilà. Donc la combinaison des deux donne un mot qu'on appelle blog aujourd'hui. Alors, de plus en plus aujourd'hui, au départ, le blog, c'était un peu comme un journal intime où on pouvait noter de ses idées et tout. Mais aujourd'hui, le blog s'est professionnalisé. Il y a des gens qui utilisent le blog pour se faire de l'argent. Ils ont trouvé carrément un travail là-dedans. Comment est-ce que cela s'explique? Oui, tout part toujours de la passion. Quand vous maîtrisez un sujet, c'est que vous n'avez pas de mal à aborder le sujet avec passion, à y donner ce que vous y connaissez. Donc, par ce fait, vous faites vous avez un public que vous conquérez. On est d'accord? Donc, ce public vient régulièrement pour consulter vos articles. Mais à force de faire ça, vous créez par la même occasion un statut qu'on appelle blogueur influenceur. On est d'accord? Et beaucoup d'autres structures de la place veulent profiter de votre statut de blogueur influenceur pour faire passer des messages par vous. Et de surcroît, si vous êtes un producteur, c'est-à-dire que vous faites quelque chose, comment l'appelle-t-on? Quand je prends ceux qui font de la mode un peu, vous faites de la petite retouche, vous faites un peu de ceci qui a trait à la mode. Vous pouvez créer un blog pour ça. Vous pouvez créer un blog pour ça. Moi, par exemple, je parle du Scrabble sur mon blog. Je suis Scrabbleur. Je ne parle que du Scrabble. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés par mon activité, ils peuvent m'appeler pour venir animer une telle session pour eux. Et ce ne serait pas gratuit. Donc, ça veut dire que je peux me faire un peu Donc, vous faites des affaires avec votre blog. C'est bien ça.
D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des critères aujourd'hui pour devenir blogueur? Ou bien je peux me réveiller un matin et dire que je deviens blogueur? Oui, il y a des critères sur lesquels on ne met pas beaucoup d'accent. Mais déjà, quand vous avez envie d'avoir un blog, c'est qu'il faut que vous soyez passionné de ce dont vous voulez parler. Si vous n'avez pas la passion, ce n'est pas la peine de vous aventurer sur ce terrain-là. Puisque si vous n'avez pas la passion, on va le constater tout de suite, c'est que quand vous publiez une fois en 2019, c'est qu'il faut attendre 2021 pour faire une autre publication. C'est que le sujet ne vous passionne pas, donc vous n'avez pas les idées pour écrire régulièrement sur la thématique. Donc, il faut d'abord avoir la passion pour la chose. Maintenant, pour avoir un blog, c'est comme Internet aujourd'hui, hein, c'est libre, accès à tout le monde. C'est comme si vous créez un compte sur Facebook, sur Twitter, vous allez créer un compte sur une plateforme de blog. Aujourd'hui, il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles vous pouvez aller créer votre blog, comme WordPress, comme Blogger, comme Tumblr, comme Medium. Vous allez juste pour créer un compte et vous commencez à animer. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des tests au Bénin, par exemple, qui régissent l'activité des blogueurs? On n'a pas encore de test au Bénin, à vrai dire. Mais aujourd'hui, nous sommes à l'ère du code du numérique. Donc, en tant que blogueur, il faut faire très attention pour ne pas enfreindre aux règles du code du numérique. D'accord. Herman, vous savez presque tout sur le blog très rapidement. On n'a pas beaucoup de temps, sinon on serait allé plus au fond du sujet. Absolument, on va sans doute y revenir sur la parenthèse, parler à nouveau du blog. Mais M. Noumovi, avant de vous laisser partir, j'ai une petite question très taquine pour vous. Oui. Vous avez un garçon, n'est-ce pas, ou une fille? J'ai une fille. Une fille. Oui. Et quand elle est née, votre maman ne vous a pas fait tout un problème autour du placenta? Comment l'enfouir, tout ça? Où est-ce qu'il faut l'enterrer? Enfin, où est-ce qu'il faut l'enfouir? Il faut dire que j'ai une maman très gentille. Elle sait très bien s'occuper de moi quand il le faut et comme il le faut. Alors, on va parler aujourd'hui d'enfouissement du placenta, oui, parce que c'est récurrent dans notre culture au Bénin. Quand l'enfant naît, où est-ce qu'il faut enfouir le placenta pour pouvoir garder cela, on va dire, à l'abri donc de toute nuisance, bien évidemment. C'est avec Madame Parade de Grand-Mère. On fait un tour à la régie, on revient juste après. Et elle revient sur ce plateau après nous avoir parlé de santé. Elle nous parle aujourd'hui de parade de grand-mère. Mylène, bon retour sur le plateau de la parenthèse. Aujourd'hui, on parle de l'enfouissement du placenta. Oui, plus exactement de l'ensevelissement du placenta. Voilà, en tout cas. Un organe éphémère et pourtant indispensable à la vie d'un fœtus. Eh bien, il s'agit du placenta. Il est spécialement créé au cours de la grossesse pour permettre le développement du fœtus dans l'utérus de la mère. Doté d'une forte valeur symbolique, sous nos cieux, il est respecté et lié à différents rituels. Penchons-nous aujourd'hui sur l'importance des rituels qui permettent de marquer les nouvelles étapes de la vie et plus particulièrement l'accueil d'un nouvel être. Au Bénin, nous avons coutume de l'ensevelir, le placenta, et cela selon chaque ethnie. Réalité sociale ou parade de grand-mère, nous en parlons avec le sociologue Didas Tossou. Bonjour. Bonjour, madame. Et votre week-end? Très bien, merci, et vous-même? Ça a été. Comme je viens de le dire, le placenta est d'une importance capitale dans la vie d'un nouveau-né. Pourquoi est-il si important? Merci beaucoup. Bonjour le plateau. Bonjour, M. Tossou. Voilà, merci pour l'invitation. Lorsque vous parlez de placenta, vous parlez aussi de l'être humain. Le placenta est considéré comme un second enfant que vous avez. Lorsque le placenta n'est pas sorti, on n'annonce pas l'arrivée d'un enfant sur la terre. Si vous allez au village, même en ville, c'est quand l'enfant sort et le placenta sort que vous prenez, vous allez, vous dites à la famille, Alléluia, nous avons un enfant qui est sorti. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on ensevelit après l'accouchement? Bien, on ensevelit le placenta parce que, tel que je viens de vous le dire, ce n'est pas... C'est comme un autre enfant. Et l'enfant, son cordon est lié au placenta. Le placenta a fait vivre l'enfant. Et donc, si vous prenez le placenta, c'est comme si vous preniez un autre enfant. Alors, on n'enterre pas, ou bien on ne jette pas un enfant. Chez nous, on ne jette pas un enfant. Quand un enfant meurt ou bien quelqu'un meurt, on ne le jette pas. On gère autrement, on l'enterre d'une certaine façon. De la même manière, parce que le placenta est considéré comme un autre enfant, on doit pouvoir l'ensevelir comme si on ensevelait
un enfant. Oui, mais quand on enterre, c'est un peu comme si on le jetait, parce que ce n'est pas avec nous. On ne le garde pas à la maison. Oui, on ne le garde pas à la maison, mais on l'enterre à la maison. On l'enterre à la maison. On l'enterre dans une douche ou tout au moins devant votre porte, en tout cas dans le portail juste. On n'enterre pas, on ne jette pas quelque part. C'est considéré comme un enfant. Donc, si le placenta n'est pas enterré chez vous et qu'il est enterré ailleurs, mais il est jeté, c'est tout comme si l'enfant n'a plus la valeur qu'il faut, l'enfant n'est plus digne. D'accord. C'est ça. Y a-t-il des positions d'ensevelissement à adopter? Oui. D'abord, je viens de dire tout à l'heure, lorsque vous avez le placenta, dès que l'enfant est né et que le placenta est sorti, on récupère le placenta, on amène à la maison, chez nous, on va à la douche, on creuse à la douche, là où c'est un peu humide, on creuse et on enfouit dans le sol. On ne met pas renverser le placenta, on met le bout de cordon vers le haut pour montrer que l'utérus de la femme n'est pas fermé. Parce que la femme doit pouvoir encore avoir d'autres enfants après. Il ne faut pas fermer l'histoire, il ne faut pas fermer la procréation de la femme. Et quand on y met, on met le sable nécessaire et entre-temps, on avait les cailloux de chez nous là, ce n'est pas les briques, hein, les cailloux, et qu'on y met pour montrer qu'il y a quelque chose qui est ici. Dès que vous le faites, on arrose et c'est ça. Moi qui vis à Cotonou, tout est cimenté, tout est carrelé, je fais comment? Bon. Ça, c'est une sacrée question. Oui. Voilà. Je suis à Cotonou. Chez moi, c'est carrelé. J'ai même loué. Est-ce que je peux le faire? Non, pas forcément, je ne peux pas le faire. Soit je le garde de façon sacrée. J'envoie ça chez moi, d'où je viens, parce que personne n'est 100% de Cotonou. Pour l'instant, ce n'est pas les filles. Donc 100%. Alors, si je ne peux pas envoyer, c'est chez moi, c'est loin. Alors, je demande au gardien. Il y en a au niveau de nos cimetières, on s'entend et on enterre comme si on enterrait un enfant. Voilà. D'accord. Et c'est vrai que je n'ai jamais assisté à ça, mais je sais que ce n'est pas la maman qui va enterrer. C'est peut-être une grande-tante ou une belle-mère. Pourquoi, quel sens ça revêt? Pourquoi ce n'est pas à la maman d'aller enterrer, puisque c'est la maman qui a porté sa grossesse? Très bien. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais vous dire, est-ce que quand quelqu'un meurt, vous voyez les femmes enterrées? La femme n'enterre pas chez nous. Je n'ai jamais vu. Peut-être que ça va venir. Les choses évoluent. La femme n'enterre pas. C'est l'homme qui enterre. Donc, si c'est l'homme qui enterre, c'est de la même manière, le placenta, l'homme l'enterre. Maintenant, à des moments donnés, quand la femme est majeure, c'est-à-dire elle a déjà fait 2 ou 3, 4 enfants, elle est déjà étant vers une femme ménopausée, elle est âgée, on peut lui confier ça, elle va le faire. Mais une femme jeune ne le fait pas souvent. Une dernière question. Oui. Quelles sont les conséquences si on ne le fait pas? Si je décide, par exemple, moi j'ai grandi à Cotonou, donc je me dis, je suis cotonoise, donc je veux pas le exactement, je veux pas le faire. Quelles en seront les conséquences? Avant de dire les conséquences, je voudrais vous demander de ne pas essayer. De ne pas essayer. Première chose. Deuxième chose, les conséquences, c'est tout comme si vous avez un enfant et vous jetez. Quelles sont les conséquences selon vous? Vous avez un enfant, meurt et on jette. Est-ce que c'est bon? Pas du tout. On doit pouvoir l'enterrer. Donc, si on n'enterre pas un enfant, les conséquences qui sont là, c'est la même chose que vous avez lorsque vous n'enterrez pas un placenta. Et il est rare de trouver dans vos rues, quand bien vous êtes en ville, vous avez dit que vous êtes en ville, c'est rare de trouver dans nos rues les placentas passer. Tous les jours, on fait enfant, non? Mais vous avez vu les placentas dans la rue? C'est pas possible. Donc, on ne le fait pas, malgré le fait que nous sommes en ville, vous ne le verrez pas. C'est sacré, point. Merci. Merci beaucoup. C'est une donnée culturelle, c'est une donnée sociologique, c'est une donnée culturelle également. Voilà. Et c'est en cela que c'est une parade de grand-mère. Merci à vous, Monsieur Tossou, d'être passé sur le plateau de la parenthèse. Cette émission va se poursuivre. Mais avant, on va faire un tour relations publiques et on revient juste après. Merci.
Vous êtes sur la parenthèse et ça se passe tous les jours du lundi au vendredi à partir de 7h. C'est donc cette émission matinale qui vous tient compagnie. Le temps de retrouver la prochaine saison de 5 sur 7 matins. Et c'est bien sûr le talk qui s'installe dans la parenthèse. Le talk, c'est cette rubrique-là où on discute d'un sujet aujourd'hui. Le thème du jour, c'est femmes et matières scientifiques ou orientation scientifique. On en parle, mais avant, on suit cet élément, on revient. On s'est rencontrés en bas tout de suite en montant. Oui, voilà, tu vois, comme quoi le hasard. Ça faisait tellement longtemps qu'on s'était pas vus. Ouais. Voilà. Alors toi, qu'est-ce que tu deviens? Moi, je suis en Tunisie. Je suis en prépa maths physique. Toujours avec les maths. Oh, vraiment, hein, t'as pas changé. Ouais, l'intello et tout. Oui, c'est normal. C'est ça que j'aime au fait. Ouais, on le sait toujours, on te connaît. Hein. Oui. Sinon, et vous? Et nous, on est là. Tu te rappelles après le camp d'excellence du docteur Cheikh Modibo Diarra, là, et on a fait notre bac et tout ça. Donc j'ai eu une mention très bien et j'ai fait le concours d'excellence et j'ai eu une bourse d'excellence pour aller en France. Et donc je fais une prépa comme toi pour intégrer une école d'ingénieur. Tu vois, non, je vais faire de l'ingénierie financière. Tu vois, à l'argent quoi. C'est trop cool, hein. Et sinon je suis avec Cham même là-bas. J'ai passé 2 années à Valence. Je viens de finir ma 2e année en licence de maths informatique. Et l'année prochaine, j'irai sur Grenoble pour faire une licence de maths, pour me donner plus de chance pour intégrer les écoles d'ingénieurs. Félicitations. Il faut me souhaiter bonne chance. Très bonne chance. Et toi, Abby? Moi, je fais la prépa aussi comme toi, en agronomie. Oh, tu veux de l'agronomie. Bah ouais, il faut bien qu'on cultive la terre. Oui, c'est ça. Elles sont peu nombreuses aujourd'hui, ces jeunes filles-là, à s'intéresser aux orientations ou aux matières scientifiques. Mesdames, monsieur, parce qu'il n'y a qu'un seul homme au milieu de vous, donc mesdames, monsieur, est-ce que vous comprenez fondamentalement pourquoi les femmes ont du mal, ou du moins ne s'intéressent pas beaucoup aux matières scientifiques ou aux orientations scientifiques? Je prends d'abord l'avis des femmes. Mylène Fanon. On s'y intéresse. Mais tu peux dire qu'il n'y avait pas beaucoup de femmes. Maintenant, il y a des femmes qui s'y intéressent, qui elles-mêmes décident de faire des matières scientifiques. Et la belle preuve, on a plusieurs femmes docteurs. Il y en a plein. Donc, dire qu'elles ne s'y intéressent pas du tout. Bon, pas du tout, mais pas en grand nombre. Oui, c'est normal. Il y a des domaines ou des secteurs qui sont réservés aux femmes et d'autres réservés aux hommes. Je pense que ce sont des idées reçues quand on nous dit... C'est une parade de grand-mère aussi. Non, mais ce sont juste des idées reçues. Peut-être parce que je me dis qu'il y a eu un moment où c'était ça. Donc, puisque ça a été ainsi, on l'a gardé. Et puis, même quand ça change, on ne s'en rend pas compte. Donc, actuellement, il y a des femmes, des filles qui sont dans des séries scientifiques. Alors, une chose est sûre aujourd'hui, la donne a peut-être un tout petit peu changé. Mais toujours est-il, Ariane, que lorsqu'on jette un regard dans le milieu éducatif, c'est une certitude que malgré le fait qu'il y a un grand nombre de femmes, bien évidemment, c'est-à-dire sur l'effectif total, celles-là qui s'intéressent ou qui prennent des options scientifiques ne sont pas forcément les plus nombreuses. Non, c'est vrai. Personnellement, je n'aimais pas trop les mathématiques, je n'aimais pas trop la physique, je détestais même la chimie. C'était ma bête noire, mais bon, écoutez, c'est peut-être un choix. Et on est dans un monde où on griffe. Je ne dis pas que toutes les femmes sont comme ça, mais il y a des femmes qui n'aiment pas prendre des risques, qui n'aiment pas s'essayer aux choses, elles n'aiment pas s'aventurer sur certains terrains. Mais bon, que voulez-vous? On fait avec. Moi, je ne juge personne. Je me dis, c'est un choix. Et voilà, libre pour elle, quoi. Rebecca? Oui, moi, je vais parler de mon histoire personnelle. Après mon BPC, par exemple, en mathématiques, j'avais eu 5. Sur 20, il faut le rappeler. Sur 20. Il ne faut pas qu'on pense que c'est un espoir retentissant. Donc, 5 sur 20. J'avais eu 5. En SVT, j'avais eu 15. Vous voyez, j'ai toujours voulu être docteur en médecine. Mais quand j'ai reçu mon relevé de notes, j'ai vu 5 maths. Ça t'a découragée. Ça m'a découragée. Et je me suis dit, mais pourquoi aller faire maintenant une série scientifique? Ils vont me tuer là-bas. Et du coup, j'ai laissé. Je pense que c'est ce qui arrive à beaucoup de jeunes filles aujourd'hui.
Mais on ne devrait pas. Je pense que les filles ont la même faculté que les hommes. Et ce que les hommes font, les femmes aussi peuvent le faire. Il faut juste de la détermination et du courage et on va y arriver. Donc les matières scientifiques, c'est vrai, c'est considéré comme la bête noire. On peint ça comme la bête noire, mais c'est possible, on peut y arriver, on peut surmonter cela et décrocher nos diplômes scientifiques, pourquoi pas. Alors, le seul coq de la basse-cour aujourd'hui, c'est Bruno Soili. Bruno, est-ce que vous comprenez ou tu comprends fondamentalement pourquoi les femmes sont un peu, enfin, dans une proportion moindre représentées au sein des séries scientifiques? C'est vrai, il y en a de plus en plus qui s'intéressent, mais on a l'impression que la balance n'est toujours pas équilibrée. La fuite de la série scientifique au secondaire est générale, ça vaut aussi pour les hommes, mais puisque le sujet aujourd'hui s'intéresse aux femmes, donc on va se camper sur cela. Je crois que la série A aujourd'hui, où les séries littéraires sont perçues comme les séries de refuge, c'est-à-dire qu'on fuit les mathématiques, on fuit les sciences physiques, on se dit que la série qui peut, on va dire, accueillir quelqu'un qui n'est pas bien en mathématiques, c'est la série littéraire, même quand on sait qu'on n'a pas les capacités pour véritablement traiter des sujets littéraires, être bon en littérature. On se dit que en littérature, même quand vous faites un sujet, vous avez quelques points, alors qu'en maths, vous pouvez ramasser un 0 facilement. En sciences physiques, vous pouvez avoir 0 facilement. C'est des indices qui amènent les gens à fuir les séries littéraires, pour les séries scientifiques pour venir vers les séries littéraires. Et lorsque vous regardez les effectifs au secondaire, vous allez voir en seconde C, à peine vous avez une poignée d'élèves qui font la C, mais lorsque vous allez en A, A1, A2, B, ce sont des effectifs pléthoriques. Lorsque vous venez en D, vous voyez même parfois D1, D2, D3 au niveau de la terminale, etc. Et dans les effectifs qui constituent qu'on peut compter au bout des doigts dans les séries scientifiques, vous pouvez encore compter le nombre de filles. C'est vraiment souvent restreint. Et en plus, lorsque vous allez au niveau du bac, il y en a qui vont au niveau du bac lorsqu'ils échouent en série scientifique. Ils reviennent en série littéraire, ils se reconvertissent l'année suivante et ils fuient carrément les matières scientifiques sous prétexte qu'à cause de la science, ils ont échoué. Donc, je crois qu'aujourd'hui, c'est un véritable problème au niveau de notre enseignement général, de notre système éducatif où les gens fuient les séries scientifiques, notamment les femmes qui parfois sont trompées, les filles, pardon, j'allais dire, qui parfois sont trompées parce qu'on a lu, je ne sais pas, 20 titres au niveau des livres harlequins, des romans harlequins. On pense que, donc, on aime la littérature. On se découvre une passion brusque et brutale pour la littérature. On se dit qu'on aime. Je suis sûr que nos collègues ici ont lu assez. Je ne dis pas que vous avez fui les séries scientifiques. Bon, non, on lui a assez on fait un petit exercice. Bruno, s'il te plaît, on fait un petit exercice. Qui sont ceux-là sur le plateau à faire une série scientifique? Levez votre petit doigt. Non, levez votre petit doigt. Quelque chose. Tu sais, ce n'est pas... on se trompe généralement quand on se dit que le français est facile. Parce que déjà, ceux qui fuient la série scientifique et qui vont en âge juste en se disant que c'est facile, généralement, ils ont combien en français? Ils se débrouillent en français. Donc, le français aussi n'est pas du tout facile. Même si j'ai fait la série A, il y a aussi un autre facteur, Eman, que je veux soulever, c'est que les séries littéraires offrent la possibilité d'apprendre de nouvelles langues. Et ça aussi, ça attire beaucoup d'élèves quand ils apprennent qu'aujourd'hui, je peux apprendre l'allemand, je peux apprendre l'espagnol. C'est aussi un facteur qui attire les élèves aujourd'hui vers les séries littéraires pour quitter les sentiers battus de la mathématique, des sciences physiques. Encore que quand vous choisissez une langue, c'est que vous échappez d'office aux sciences physiques, par exemple, qui sont supprimées au niveau des séries littéraires. Et en plus, au niveau de la mathématique, c'est allégé. Au lieu de faire géométrie, algèbre, au niveau des séries scientifiques, en A, dans les séries littéraires, vous ne faites que, comment on appelle-t-on, l'algèbre. Donc, c'est un peu cela. Ce sont deux facteurs aussi qui poussent les gens vers les séries littéraires. Alors, Mylène, on fait quoi aujourd'hui, spécialement déjà au Bénin, pour faire intéresser de plus en plus les mathématiques aux dames? Parce qu'il y en a, quoi qu'on est en train de décrier le faible taux, il y en a qui sont très brillantes. En témoigne cette année, la première, je crois, au baccalauréat, c'est une jeune dame. Donc, aujourd'hui, il n'y a que l'État
a mis en place une politique pour permettre aux élèves qui se retrouvent dans les séries scientifiques d'avoir des priorités en ce qui concerne l'attribution des places dans les établissements privés ou des établissements publics. Donc, bien évidemment, les NEAM, les NAM, par exemple. Et donc, à moyenne égale avec un garçon, on privilégie la dame. C'est déjà un début déjà de solution à ce problème récurrent. Oui. Il faut déjà leur montrer à quel point c'est intéressant. Parce que déjà, les filles en troisième, elles n'ont pas encore essayé. Donc, généralement, l'idée ou l'opinion qu'elles ont de la chose, ça vient de nous, ça vient des anciens. Donc, il faut déjà que nous comprenions et que nous acceptons que ça n'a rien de difficile pour qu'ils puissent comprendre. Alors, les X, les Y, Ariane Silva, parce que quand on commence à tracer les X et les Y, franchement, c'était quelque chose. Quelque part aussi, la manière d'enseigner, est-ce que ça ne pose pas problème? Je pense que ça pose problème, ça pose véritablement problème parce que moi je me rappelle quand j'étais en 6e, 5e, j'avais un professeur, c'était une blanche qui nous faisait des cours d'anglais. Quand elle venait au cours, les questions, les quiz et tout, elle venait toujours avec des bonbons, de petits trucs et elle te dit quand tu réponds à une question, tu as droit à un bonbon. Ben, je pense que si... C'était la course au bonbon. Voilà, c'était la course au bonbon. Du coup, tout le monde se gênait. Non, pas forcément. Mais c'était une motivation en réalité. Aujourd'hui, tel que nous rendons nos cours, bon, écoutez, le professeur, il vient, il écrit son affaire là sur le tableau. Il dit, voilà, vous faites des exercices pratiques. Oui, il vous donne des exercices. Il vous dit, rentrez chez vous, travaillez là-dessus. Le lendemain, on corrige. Et peut-être que le lendemain, on n'aura pas le temps de corriger parce qu'il sera pressé de vite écouler son horaire de 16 horaires de cours. Donc, du coup, parfois, les exercices restent là, en suspens, on ne les traite pas, on ne comprend pas bien les choses. Moi, je me rappelle, la chance que j'ai eue, c'est que j'avais une maman qui était excellente en mathématiques. C'est ma maman qui m'a appris, par exemple, à faire la factorisation. Le développement, tout ça. Donc, du coup, c'est vrai qu'au départ, quand elle ne m'aidait pas, je ne m'en sortais pas. Mais quand j'allais à l'école et qu'on me donnait le cours, j'étais sûre qu'à la maison, il y avait un autre professeur qui allait se charger de mieux m'expliquer le cours. Du coup, quand je rentre, la façon de rendre, c'est mieux, en tout cas. Et très rapidement, on fait quoi aujourd'hui pour canaliser les énergies, pour les envoyer vers les sciences? C'est déjà ce que Mylène disait. Déjà, il faut sensibiliser. Il faut mieux apprendre à rendre les cours de mathématiques. Il faut montrer aux apprenants que ce sont des cours intéressants. Rebecca, les dames aux maths, on fait comment pour les y pousser fondamentalement? Je suis d'accord avec les deux dames sur le plateau, Mylène et Ariane. Il faut changer la manière dont on donne les cours, on dispense ces cours aux dames. Il faut aussi surtout qu'après le BPC, par exemple, pendant ces périodes de vacances, qu'on initie des projets, des rencontres avec ces élèves pour leur parler des matières scientifiques, les amener à aimer ces matières avant même que les résultats ne sortent comme ça. Quand elles ont leur relevé de notes, elles puissent choisir et s'orienter vers les matières scientifiques. Alors Bruno, dans un monde où les choses se modernisent à mesure que les jours passent, les sciences prennent une place prépondérante dans le quotidien. Et aujourd'hui, on a besoin d'ingénieurs, aujourd'hui, on a besoin d'experts, aujourd'hui, on a besoin de main-d'œuvre qualifiée en matière de sciences, alors que dans le même temps, les gens fuient. On fait comment pour les y canaliser? Non, je pense qu'il faut trouver des canaux pour intéresser les jeunes filles. Par le passé, je crois jusqu'à présent, il y a des mécanismes mis en place pour encourager, par exemple, la scolarisation des jeunes filles dans notre pays. Donc, je pense qu'on peut faire pareil aussi au niveau des sciences. Peut-être promouvoir les sciences et surtout mettre en place des mécanismes qui puissent permettre aux jeunes filles, après avoir embrassé, on va dire, les séries scientifiques, d'avoir, on va dire, des chances, pourquoi pas, de véritablement s'exprimer dans ce domaine et pourquoi pas leur trouver des bourses d'études pour pouvoir encourager à ce niveau-là le choix des jeunes filles au niveau des séries scientifiques pour pouvoir véritablement régler cette question parce que c'est très important. Les dames et les matières scientifiques, on en parlait dans le talk. Mesdames, monsieur, prenez une feuille. Alors, on va tracer un repère autonomé. Oh non, je plaisante. On va pas faire revivre ce calvaire. Mais c'est l'instant quiz dans cette émission.
Alors, le quiz, ce matin, ce lundi matin, va s'intéresser à beaucoup de choses. Alors, vous allez, comme cela s'entend, donc rester très concentré. L'équipe qui va réussir à répondre à 3 questions va empocher le gain de la partie. Et rassurez-vous, je crois que ça sera très intéressant. Alors, on va constituer très rapidement les équipes, équipe A, équipe B. On est là, on est d'accord pour le principe. Bruno, Mylène et Rebecca, Ariane. Est-ce qu'on est d'accord? Alors, très rapidement, écoutez-moi et soyez très attentifs, mesdames, messieurs. Qui suis-je? Je suis né le 10 novembre 1919 à Porto Novo. J'ai fait mes études à l'école Saint-Joseph de Porto Novo, puis au séminaire Saint-Gall de Ouida et au lycée Van Veloneven de Dakar. J'ai étudié aux universités de Toulouse en France, de Fribourg, à l'Institut universitaire des hautes études internationales de Genève en Suisse et à Boston, aux États-Unis. Je suis titulaire d'un doctorat en sciences économiques et sociales et j'ai une licence en histoire. J'ai été rapporteur de la conférence des forces vives de la nation. Robert Dossou. Mauvaise réponse. De février 1900. Albert Thévaux-Edray. Bonne réponse pour l'équipe A, donc l'équipe de Bruno. J'ai occupé d'éminentes fonctions dans la République, surnommé le renard de Drégbé. J'ai été un ancien médiateur de la République. Je suis Albert Thévaux-Edray. Deuxième question. Très attentif, question musique à présent. À 40 ans, je suis un des parrains de la musique ouest-africaine. Le festival que j'ai créé, le FEMUA en Côte d'Ivoire, s'est imposé comme un rendez-vous incontournable. Je suis un businessman doublé de ma casquette d'homme engagé. Ma fondation œuvre pour l'éducation des filles en Côte d'Ivoire. On cherche un nom. Et mon titre d'ambassadeur de bonne volonté de l'UNESCO remporte la portée de mes prises de position. Il y a 20 ans, je sortais de l'anonymat grâce à un tube. À Salfo. 2 points pour l'équipe A. Voilà, donc je suis sorti de l'anonymat grâce à un tube réalisé avec mes collègues. On va finir donc avec mes collègues. C'est le début d'une aventure qui dure jusqu'aujourd'hui avec Tino et Manadia. Nous avons donné une autre dimension au Zouglou. Je suis le lead vocal d'un groupe qui connaît un succès franc. L'équipe de France a d'ailleurs joué notre morceau pour fêter sa victoire en Coupe du Monde. Je suis Salif Traoré à Salfo. 3e question. On reste concentré, mesdames. On reste concentré, monsieur. Je suis un écrivain, philosophe, romancier, dramaturge, essayiste et nouvelliste français. Je fus aussi journaliste militant, engagé dans la résistance française et proche des courants libertaires. Mon œuvre comprend des pièces de théâtre, des romans, des nouvelles, des films, des poèmes et également des essais dans lesquels je développe un humanisme fondé sur la prise de conscience, mauvaise réponse, sur la prise de conscience de l'absurdité de la condition humaine, mais aussi sur la révolte comme réponse à l'absurde. Je suis l'auteur des célèbres romans L'étranger, La peste. Albert Camus. 3 bonnes réponses pour l'équipe A. Je reçois le prix Nobel de littérature en 1957 et meurs à l'âge de 47 ans dans un accident de voiture. Je suis Albert Camus. Mesdames, on n'a pas besoin d'aller à 5 questions parce que vous venez de tomber sans les armes. On va finir pour du beurre. Donc, je suis né le 31 juillet 1977 à Seine-Saint-Denis en France. Je rêvais de faire carrière dans le sport, le basket en particulier, mais le jour de mon 20e anniversaire, alors que je suis éducateur de colonies de vacances, je fais un plongeon dans la piscine qui m'est fatal. Les médecins m'annoncent que je suis tétraplégique et que je ne marcherai plus. Je marche aujourd'hui, mais avec une béquille. Je découvre en 2003 le slam. Je suis le grand maître de la parole, le plus célèbre des slameurs français. De mon vrai nom. Grand corps malade. Ça fait 4-0, mesdames. Mais qu'est-ce qui se passe? Laissez tomber. On connaît aujourd'hui. De mon vrai nom, Fabien Marceau, mon nom d'artiste est pour le moins comique et fait allusion à mon histoire. Je suis grand corps malade. On va arrêter la série. C'est l'équipe qui gagne, qui prend en charge la bouffe à 12h. Il n'y a pas de souci. Merci. Alors, on va mettre fin à l'émission. C'est bien cela, mesdames, monsieur. Merci. Félicitations à l'équipe de Bruno et de Mylène. Mylène aujourd'hui qui a réalisé un match tonitruant. Elle était inspirée. Donc, merci à vous, chers chroniqueurs. On se retrouve demain. La parenthèse se referme pour ce lundi. Merci à vous toutes et à vous tous qui nous avez suivis depuis vos différentes positions. On se retrouve demain quand il sonnera très exactement 7h. Merci de prendre le rendez-vous parce que justement sans vous, nous n'existons pas.